Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Flore, je suis productrice de musique électronique et également Ableton Certified Trainer. Et ce soir, en fait, on m'a conviée à animer une masterclass pour présenter, en fait, faire une initiation sur le logiciel Ableton Live. C'est une invitation du Cabaret Aléatoire et d'Ableton en partenariat. Et donc, j'ai pris le parti ce soir de faire plutôt un tuto sur un démarrage de morceaux. On va partir sur la fenêtre session et ensuite on va basculer en arrangement. Je vais essayer d'être la plus didactique possible. Donc voilà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais une musique électronique qui est quand même très basée sur les rythmiques. Donc généralement, quand je commence un morceau, j'aime bien commencer justement sur les éléments rythmiques. Et lorsque j'ai préparé cette démo, j'ai repéré quelques sons et quelques racks dans les drum racks d'Ableton que j'avais envie d'utiliser justement. Et je les ai mis dans un dossier qu'on appelle les collections. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nouveauté qu'il y a dans Live10 qui permet justement de pouvoir créer des tags de couleurs sur les racks justement qui vous intéressent. Donc juste petit aparté, si jamais vous avez un kit de batterie qui vous intéresse, vous faites un clic droit dessus et vous avez justement la possibilité de l'affilier à une couleur et du coup au dossier que vous pouvez renommer également. Donc ce dossier que j'ai donc intitulé avec beaucoup d'originalité démo, je vais charger un premier kit de batterie qui s'appelle Driller Kit, qu'on peut écouter comme ça. Et donc en fait, ce Driller Kit, vous allez remarquer que quand je le charge sur une piste MIDI, en fait, il n'y a pas d'enregistrement qui est chargé. C'est l'instrument, c'est ce qu'on appelle un drum rack justement. Et en fait, c'est un instrument de live qui a déjà sur chaque note du clavier MIDI ou du push, parce que c'est ce que j'ai pris avec moi aujourd'hui, un son de batterie différent. Donc, je vais baisser un peu son volume quand même, il est très fort. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer et utiliser une fonctionnalité de Live10 qui est vraiment bien, qui s'appelle Capture, et qui en fait va me permettre de ne pas appuyer sur le bouton Record, parce que bon, les personnes qui ont déjà essayé, souvent, quand on appuie sur le bouton Record, c'est toujours la pire prise qu'on fait. Donc là, je vais plutôt m'amuser avec le kick pour déterminer justement le BPM de mon morceau. C'est pas hyper original, mais ça va quand même me permettre, vous voyez, ça fait apparaître en fait mon enregistrement. Là, il nécessite quand même d'être un petit peu recalibré parce que j'ai mis du temps avant de l'activer, cette fonctionnalité, donc on trouve ici, qui s'appelle Capture. Mais si je place en fait le début de ma boucle ici, hop, on devrait avoir quelque chose qui tourne correctement. Et il manque une petite note, c'est pas grave, je vais le créer en double-cliquant. Voilà, directement. Donc Capture, c'est quelque chose de vraiment cool, puisqu'en fait, vous avez peut-être remarqué que non seulement il enregistre en MIDI les notes que j'ai jouées, mais il a également adapté le BPM de live à ce qu'il a détecté de ce que j'ai joué, justement. Quand on ouvre la fenêtre de live par défaut, c'est toujours à 120 BPM. Or là, il a détecté que je jouais à 162. Enfin, c'est plutôt 162 divisé par 2, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ce qui fait que quand je joue ma boucle, en fait, elle va tourner correctement. Voilà. Donc, on va rester là-dessus. Et ce que je vais faire automatiquement, c'est que je vais dupliquer ce clip avec un raccourci clavier qui fait commande D ou CTRL D pour les utilisateurs de PC. Je vais l'activer et puis je vais commencer à jouer d'autres sons par-dessus avec ce même drum rack. Je joue vraiment comme une patate, c'est pas grave. Je vais plutôt partir sur ce son.
Ok. Et donc là, quand j'active capture, il m'a... Voilà, il a enregistré en fait sans que j'appuie sur le bouton record justement mes derniers déclenchements MIDI. Hop. Bon, il y a quelques sons qui sont à côté, c'est pas grave. Je vais les recaler. Oula, j'ai eu la main un peu lourde. Ok, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. C'est pas joué hyper carré, mais c'est pas grave, puisque du coup, à force d'ajouter des instruments, eh ben, ça va créer un groove qui va du coup devenir intéressant. Ça paraît bizarre comme ça à imaginer, mais faites-moi confiance. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que sur une deuxième piste de MIDI, je vais charger un autre instrument qui est ce coup-ci un instrument de percussion. Et je vais donc le charger dessus. Une fois de plus, ce qu'il va charger ici, ce n'est pas une boucle, c'est vraiment l'instrument percussion Spirit, c'est son nom. Et sur le push ou sur votre clavier MIDI, du coup, vous pourrez avoir accès justement à ces instruments que vous chargez sur les pistes MIDI. Donc si j'écoute un petit peu ce que j'ai sur chacun de mes pads. Ok, donc là je vais partir un petit peu du même principe, c'est-à-dire que je vais enregistrer un shaker, donc je vais jouer ma boucle et je vais, avec capture, enregistrer les dernières prises. Ok, j'appuie sur capture. Ok, là j'ai pas trop mal joué, ça fait plaisir. Et je vais faire... alors du coup, je vais commencer un petit peu à rentrer dans des nouveautés là, qui sont apparues sur Live 11 et que j'affectionne particulièrement parce que quand vous allez commencer à composer de la musique en utilisant Ableton Live, il y a un instrument, je trouve, qui est vraiment... qui est très ingrat, qui est justement le shaker ou les hi-hats, parce qu'en fait, dès qu'on utilise justement des boîtes à rythme, ça reproduit en fait un jeu qui n'est absolument pas naturel. Donc pour certaines esthétiques, ça colle. Par contre, pour d'autres, ça peut faire vraiment mécanique et ne pas être très intéressant. Dans Live 11, il y a deux paramètres que j'aime beaucoup, qui sont notamment ici, le randomize. En fait, en appuyant sur ce bouton, je vais pouvoir faire en sorte que ces petits boutons ici, qui correspondent aux vélocités. Les vélocités, en fait, c'est un paramètre que vous allez souvent retrouver dans les instruments de live. La vélocité, en fait, si on fait le rapprochement en fait avec un piano, par exemple, quand on joue du piano, au plus on va frapper fort sur la touche du piano, au plus le son sera fort. Et bien là, en fait, la vélocité, c'est exactement ce paramètre-là, c'est-à-dire qu'en fait, là, tous les points qu'on voit ici, et si je les affiche en grand, en fait, ça correspond justement à quand j'ai appuyé moi-même sur les pads, et ben en fait, à chaque fois, chaque coup avait une intensité de jeu différente, et donc ça l'a gardé. Le truc, c'est que vu que ma boucle, elle va être lue justement en boucle, chacune des variations va être répétée toujours de la même façon. Donc en fait, c'est pas forcément, je peux pas compter que là-dessus pour humaniser, on va dire, ma boucle. Par contre, je peux lui demander qu'il accentue déjà peut-être certaines variations. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en face du bouton Randomize, vous voyez, j'ai 126. Ça veut dire qu'en fait, si je le laisse à 120, je crois que même c'est 127, pardon. Si je le laisse sur 127 et que je fais Randomize, on va regarder. Hop, et bien... Ah pardon, c'est parce que j'avais une note sélectionnée. Voilà. Et bien en fait, là, il va me créer vraiment de grosses différences de vélocité entre chacune des notes. Là, en l'occurrence, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, en fait, c'est qu'il crée justement de façon aléatoire des vélocités, mais peut-être pas sur des plages aussi grandes. Puisqu'en fait, là, pour lui, il y a des notes qui vont être avec une vélocité très faible et d'autres très fortes. D'ailleurs, si on écoute, je vais faire tourner. Voilà.
Alors ce serait encore plus flagrant si je mettais, il est où? Il est là, et si je mets là, contrôle et la vélocité. Donc ici, il y a un réglage dans l'instrument du drum rack qui permet en fait de régler justement le pourcentage de réactivité en fait du volume par rapport à la vélocité. Si je le mets à 100%, voilà. Là, on entend de façon très distincte la différence entre justement les notes qui sont jouées très fortes, enfin, dont la vélocité est très élevée, et celle où elle est très faible. Donc, c'est pas ça que je veux faire. Je vais faire un undo, et puis on va en faire un deuxième. Hop. Et là, je reviens donc sur mon enregistrement. Je vais donc baisser 127, je vais le mettre à 30, par exemple, et je vais faire randomize. Donc là, voilà, il me fait un petit peu plus de différence, on va dire, dans mes vélocités. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte, ici, il y a un autre menu qui s'appelle Velocity Range. Et le truc qui est très intéressant, c'est qu'en fait, donc déjà, je vais augmenter, vous allez voir, il y a des petites lignes bleues qui apparaissent. En fait, ces petites lignes bleues, ça fait comprendre que, en fait, à chacune des répétitions de mon clip, c'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs les petites cases là-haut, on appelle ça des clips, dans la fenêtre session. Et en fait, à chaque fois que mon clip est lu, il va changer de vélocité sur une plage qui va être comprise entre le point et également la valeur maximale qu'on a en haut de la petite barre bleue ici. Donc, en fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va, à chaque fois qu'il va jouer ce clip, déclencher des valeurs de vélocité différentes, ce qui fait qu'à chacune des répétitions de mon clip, ce ne sera jamais la même chose. Et en même temps, on reste quand même sur des valeurs assez fines, ce qui fait qu'on reste sur quelque chose d'humain et, on va dire, de réaliste, comme un vrai musicien, justement, pourrait ne pas toujours jouer de la même façon, justement, son shaker. On va partir là-dessus et je vais baisser un petit peu le volume. Écoutons avec mon autre clip. Ok. Et on va faire un autre clip sur cette piste où en fait on va partir justement de ce shaker que je vais dupliquer. Et je vais baisser un petit peu son volume encore. Voilà. Et maintenant, je vais enregistrer un autre instrument de percussion sur ce clip-là. Alors, j'ai peut-être eu la main un peu lourde sur le volume. Je vais monter un petit peu. Partons du principe qu'on va rester sur cette petite prise avec des congas. Alors, là pour le coup, on les entend pas beaucoup. Je vais monter un petit peu leur vélocité et on les entendra un petit peu mieux. Hop là. C'est pas mal. Et je vais, sur ce drum rack, il y a un effet qu'on appelle écho, qu'on trouve justement dans la librairie de live. Et je vais monter un petit peu sa valeur et je pense que ça va rajouter un petit peu de musicalité à ma boucle. Ok, c'est pas mal. Je vais revenir sur ma première piste de batterie. Je vais faire un troisième clip. Donc, je duplique, commande D, je le joue. Hop, capture.
Ok, c'est pas mal. C'est un petit peu foutraque, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vais peut-être juste faire... alors, si jamais vous n'avez pas trop la main, comme moi ce soir, sur le jeu justement de vos batteries, il y a un outil assez pratique qu'on appelle la quantification. Donc par exemple, si je sélectionne toutes ces notes ici, qui correspondent justement au shaker que je viens d'enregistrer, et que je fais le raccourci clavier commande U, et bien en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais faire commande Z, hop là, vous voyez en fait, elles sont légèrement décalées par rapport à la grille. Et moi en fait, ce que je veux, c'est que je veux au contraire qu'elles soient vraiment sur des sous-divisions fixes de ma mesure. En fait, c'est ce qu'on voit ici. Donc en faisant commande U, si vous regardez, hop, direct, elles se mettent sur la grille. Allez, on va rester là-dessus. Peut-être que ce serait le moment justement de commencer à rajouter un instrument mélodique. Moi, je sais que tout de suite, après la rythmique, j'ai très envie de rajouter une ligne de basse. Ça me paraît un petit peu logique. Donc, j'ai repéré ce sample de basse qu'on trouve dans la librairie de Live. Que je vais donc charger sur l'une des pistes audio que j'ai ici. Hop. Écoutons un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais baisser le volume aussi parce que je pense qu'elle va être forte. Ok, c'est pas mal. Je voudrais peut-être changer un petit peu le déclenchement, en fait, l'arrivée de chacune de ces notes. Parce qu'en fait, cet enregistrement audio, c'est ce qu'on voit là maintenant, ce n'est pas le même affichage. Jusqu'à maintenant, on a travaillé en MIDI. Donc, en fait, on a travaillé avec des notes qui sont représentées ici à l'intérieur des clips sous forme de petites cases qui, du coup, déclenchent les sons qui sont positionnés sur chacune des notes MIDI à l'intérieur de ce drum rack. Donc, le MIDI, vous allez l'utiliser justement pour tous les instruments que vous allez trouver dans les dossiers instruments et également son et donc et batterie bien sûr. À chaque fois que vous chargerez des sons à partir de ces menus de la librairie de Live, ça veut dire que vous allez avoir des presets d'instruments, mais jamais de pistes, on va dire de clips préenregistrés avec, on pourrait dire, la partition MIDI. C'est à vous de le faire. L'enregistrement audio, par contre, eh bien, ce sera un enregistrement justement comme un Wave, un MP3, enfin voilà. Du coup, un contenu audio qui va être représenté sous forme d'onde à l'intérieur du clip. Donc, si je regarde la forme d'onde justement de ce son et que je l'écoute, on distingue bien que chacune des notes en fait est positionnée sur l'une des mesures du clip. Je voudrais changer ça pour essayer de faire en sorte que justement il y ait des notes qui soient déclenchées de façon que ce soit un petit peu moins linéaire et que ce soit un petit peu plus intéressant. Et en fait, disons qu'il y a quelque chose sur lequel, en fait, peut-être vous n'avez pas tout à fait... Je suis peut-être allée un petit peu vite. C'est qu'en fait, quand vous allez justement dans les samples de la librairie de Live, vous allez avoir tout un tas de fichiers et notamment certains fichiers sur lesquels il y a des valeurs de BPM. En fait, dans les samples qui sont dans la librairie de Live, ces samples audio sont automatiquement warpés. Le warp, en fait, c'est une fonctionnalité de Live qui permet de faire en sorte que cet enregistrement audio, eh bien, peu importe le BPM auquel il a été enregistré, il tournera toujours synchro avec le BPM du morceau ouvert dans Live. Donc là, en fait, si on regarde le sample que j'ai chargé, il tourne son BPM par défaut est de 135, alors qu'en fait, moi, là, je le fais tourner à 162, mais parce qu'il est warpé, ici, vous voyez qu'il y a un bouton qui s'appelle Warp et qui est en jaune. Si je joue cette ligne de basse toute seule, eh bien, en fait, elle est automatiquement adaptée. Donc, si je mets le métronome, et
donc le warp, c'est ce qui permet ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fichier a été correctement analysé. Il a pu détecter le BPM d'enregistrement de départ de ce sample. Là, j'ai un peu triché parce que je suis partie des samples de live, mais moi, je vous conseille de plutôt démarrer comme ça. Au moins, ça tourne correctement et ça vous permet d'essayer un petit peu toutes ces fonctionnalités là que je vous montre ce soir. Et puis après, vous gagnerez en confiance pour utiliser vos propres samples. Et en fait, si je me mets à bouger le BPM de live, vous verrez que ce sample audio, il sera toujours synchro. Donc voilà, ça c'est la magie du warp. Ça permet vraiment de pouvoir s'approprier et d'éditer, on va dire, de façon... de s'approprier en fait des enregistrements audio et de pouvoir les synchroniser avec vos morceaux à l'intérieur de live. L'autre force du warp, c'est qu'en fait, une fois qu'il est chargé et que le bouton est activé, je peux créer ce qu'on appelle des marqueurs warp. Ici, si je pose ma souris en fait au niveau de la barre grise qui est au-dessus de la forme d'onde, il y a une petite encoche grise qui apparaît, qui pour l'instant n'est pas activée, mais en fait, si je double-clique dessus, elle devient jaune, et ça va pouvoir me permettre de pouvoir déplacer en fait la forme d'onde à l'intérieur de ce clip. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je bouge ce marqueur warp sur la gauche, en fait, il va me comprimer la partie justement de l'enregistrement qui est avant, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme s'il le lisait plus rapidement, alors que ce qui va être sur la partie droite, il va la rallonger pour en fait toujours être synchro avec le BPM de live et surtout qu'il n'y ait pas de blanc qui apparaisse à l'intérieur de votre clip. Donc, par exemple, là si j'écoute, voilà là. Donc là, c'est pas intéressant parce que je l'ai fait au pif, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il m'a bien gardé cette première note telle qu'elle, sauf qu'en fait, c'est comme si elle était jouée moins longtemps, alors que les 3 notes qui suivent, elles vont être jouées plus longtemps. Et après, moi, je peux donc en créer d'autres. C'est-à-dire que là, j'en ai créé un, je vais le positionner ici, et par exemple, celui-ci, je pourrais le mettre là, et le dernier ici. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal. Essayons autre chose. Je peux peut-être faire comme ça et comme ça. Ou alors comme ça, peut-être. Et bien, c'est pas mal. Donc, quand vous utilisez le warp, si jamais vous étirez ou comprimez de façon assez drastique le son, ça va peut-être créer des résultats un petit peu étranges avec justement des espèces soit de phénomènes d'accélération. Et puis surtout, en fait, on a l'impression que le son est un peu abîmé. Vous avez sous le bouton warp un menu avec différentes propositions. Le menu, par défaut, affiche un algorithme qu'on appelle Beats, qui est un algorithme qui est très adapté un peu à tout. C'est un peu le couteau suisse, c'est-à-dire qu'en fait, quand on bouge très peu, justement, les marqueurs warp, il aura tendance à plutôt bien faire le travail et ne pas trop bouffer en CPU, puisqu'en fait, quand on travaille avec un ordinateur, on est toujours un peu dans le stress de la puissance du processeur. Donc, ce mode-là, on va dire, est assez économe. Et ensuite, on a plusieurs propositions. Il y en a un qui a un rendu de meilleure qualité. Il y en a 2 en fait. Il y a Complex et Complex Pro qui permettent justement de pouvoir préserver la qualité de l'enregistrement au maximum, même si on comprime ou on étire le son de façon assez violente. Alors je ne sais pas si c'est hyper parlant pour vous parce que
ouais, je ne sais pas comment vous allez écouter cette musique, mais là, moi, j'ai 2 caissons de basse et en fait, j'entends vraiment la différence. C'est-à-dire que là, avec Complexe, je gagne vraiment en rondeur et en fréquence vraiment sub, qu'avec et puis une espèce de précision en fait dans la vibration que j'ai pas forcément avec l'algorithme Beats. Donc bref, moi en tout cas, je vous conseille à chaque fois que vous faites un traitement comme ça avec les warp, d'essayer les différents algorithmes parce que en fait le rendu sera différent à chaque fois et on peut des fois d'ailleurs faire des erreurs heureuses. Donc c'est un petit truc à connaître. Je vais le laisser sur Complexe. C'est pas mal. Je vais faire une autre modif sur cet enregistrement. Et là, pour le coup, je vais rester très classique, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais recharger en fait ce sample, Light FM, hop, et je vais appuyer sur un bouton magique qui s'appelle Reverse, et en fait qui va juste m'inverser la forme d'onde, et donc forcément le déclenchement de chacune des notes de cette ligne de basse. Donc si j'écoute, ça me fera ça. Très bien, je vais changer sa couleur pour bien le distinguer et je vais le renommer aussi. Hop. Alors pour renommer, c'est commande R ou contrôle R et je vais l'appeler de façon hyper originale Reverse. Cool. Alors, pour la 4e piste, je vais partir d'un autre enregistrement audio. J'ai trouvé en fait ce sample dans la librairie de Live, on va l'écouter. Ok, je vais le charger en fait sur une piste audio et je vais vous montrer un outil que moi j'adore utiliser parce qu'en fait, quand vous allez manipuler en fait des clips audio comme le précédent par exemple, des fois vous allez peut-être vous retrouver un petit peu limité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise les warp, quelque part, on est un petit peu contraint par l'enregistrement du fichier. Je ne peux pas, par exemple, prendre cette section-là, c'est la 2e note en fait de mon enregistrement, et le placer sur le début de la boucle. Parce qu'en fait, je ne peux que déplacer, on va dire, la forme d'onde dans le clip. Je ne peux pas inverser, on va dire, une partie de l'enregistrement avec un autre. Une des méthodes pour faire ça, et qui est d'une efficacité redoutable, c'est de passer par une fonctionnalité auquel on a accès en faisant un clic droit dessus, sur ce clip, découper en nouvelle piste MIDI. Pour l'instant, je ne vais pas cliquer dessus, mais en tout cas, ce qu'on va pouvoir faire, c'est découper cet enregistrement, on va pouvoir découper cet enregistrement audio en petites sections qu'on pourra déclencher en MIDI. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne serai pas obligée d'utiliser l'enregistrement tel quel. Je ne pourrai utiliser, si je veux, que quelques notes et je pourrais, vu que je serai en MIDI, enregistrer exactement ce que je veux. Donc, si je vais passer par une méthode, je vais placer des marqueurs warp, toujours. Par contre, là, l'idée, c'est je ne vais pas les déplacer, en fait, les marqueurs warp. Je vais juste créer des marqueurs un peu au pif. D'ailleurs, parfois, je vais pas forcément les faire à chaque transitoire. Vous voyez qu'au-dessus de la forme d'onde, on a des petits points blancs. En fait, ça montre en fait que Live a détecté ce qu'on appelle des transitoires, c'est-à-dire des attaques, des endroits en fait de l'enregistrement où il y a un changement de valeur en décibels vraiment très marqué. Et donc en fait, quand on approche la souris de cette partie-là, ça nous propose justement un marqueur. Moi en fait, je veux vraiment les placer au pif et garder d'ailleurs parfois plusieurs successions de notes. Hop, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire un clic droit dessus et donc passer par cette fonctionnalité qui s'appelle découper en nouvelle piste MIDI. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui me demande par quel moyen je veux justement créer des tranches. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Par défaut, vous aurez le bouton dans le menu en fait
transient. Donc transient, ça veut dire transitoire. C'est donc ces petits marqueurs, ces petits points blancs là que je vous ai montré. Ça veut dire qu'en fait, si je sélectionne transient, à chaque fois qu'il détecte un grand changement de niveau dans l'enregistrement, il va faire une découpe. Moi, je ne veux pas qu'il le fasse comme ça. Je veux qu'il utilise en fait les différents marqueurs warp que j'ai créés. Donc, je vais cliquer dessus. Et le reste des réglages, je le laisse tel quel et je vais faire OK. Donc là, très rapidement, en fait, il a créé une piste à côté qui est du coup une piste MIDI, puisque je retrouve là en dessous comme un drum rack. C'est le même affichage que sur les drum racks que j'ai utilisés auparavant. Et à l'intérieur de ces tranches, si je montre, en fait, chacune de ces tranches contient un instrument de live qui s'appelle le simpler. Et le simpler, c'est un sampler. Donc en fait, il va à l'intérieur charger le sample d'origine, qui est celui-ci, et ne jouer en fait que les sections que je délimiterai, si je le fais à la main, et qui s'afficherait en jaune. Vous voyez que là, c'est tout jaune, alors que le reste est en gris. Ça veut dire que ça, ce ne serait pas lu, si je le joue, par exemple. Voilà, là, il ne joue que cette section-là, et tout le reste, en fait, il ne le joue pas. Et si j'affiche la tranche 2, eh bien, en fait, ça va être mon deuxième marqueur warp, et donc, chacune de ces tranches ici, me montre des points de découpe différents que j'ai établis précédemment avec les marqueurs warp dans mon clip audio. Donc, peut-être que là, pour vous, ça vous paraît un petit peu abstrait, mais le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, maintenant que je suis en MIDI, quand je joue avec mon push ou un clavier MIDI, eh bien, je vais pouvoir enregistrer ce que je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de jouer la boucle telle qu'elle, comme en audio. Je vais pouvoir enregistrer un clip MIDI avec justement les notes qui m'intéressent. Donc, je vais laisser tourner ma boucle et puis on va voir. Partons du principe qu'on va s'amuser avec cette dernière prise. Elle n'est pas parfaite, mais on va pouvoir la retoucher à la main. Alors, écoutons. Oh, ça peut marcher, je pense. Il y a juste ces deux dernières notes qui sont assez faibles parce que leur vélocité est faible. Ok, on va rester là-dessus. Je vais effacer cette piste audio avec le sample d'origine et rester sur mon enregistrement. Donc si j'écoute le son tout seul, bon, déjà le sample de départ était vraiment très numérique et un peu crado. Moi j'aimais bien, je trouve qu'il y a un parti pris qui est assez intéressant. Par contre, c'est vrai que là dans le contexte de mon morceau, ça fait un truc un petit peu secos, quoi. Donc je vais m'amuser à regarder ce que je peux faire avec les effets. Je pense notamment, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de charger un effet audio qui s'appelle Autofilter. Voilà, qui est là. Je vais le charger sur la piste. Donc le son en fait de mon drum rack va rentrer à l'intérieur de cet autofilter. Si j'écoute, donc l'autofilter en fait c'est un filtre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un filtre, ici vous avez un affichage qui montre en fait le contenu. En fait c'est la représentation d'un equalizer. Donc en fait c'est ici sur cette partie à gauche vous aurez en fait toutes les basses.
au centre les médiums et ici les aigus. Les valeurs qu'on voit en bas, ce sont en fait les fréquences en Hertz. Donc, si je baisse ici le bouton fréquence, vous allez voir que le visuel bouge. Et en fait, si j'écoute, quand le bouton de la coupure de fréquence, c'est comme ça qu'on appelle, est totalement ouvert, j'ai toutes les fréquences qui passent. Alors que si je commence à baisser, vous allez voir qu'il y aura de moins en moins d'aigus. Donc voilà, l'autofilter, il permet de pouvoir justement de jouer avec le contenu de fréquence. On ne l'utilisera pas forcément comme un équaliseur pour, on va dire, supprimer, éditer finement, puisqu'en fait, lui, il va vraiment faire que couper soit les fréquences aiguës, parce que là, en fait, il y a ce réglage-là qui est activé, soit les fréquences basses avec le bouton qui est à côté, les fréquences haute, basse autour de ma fréquence de coupure, ou inversé, c'est-à-dire il va laisser passer les fréquences basses et aiguës au-dessus de ma fréquence de coupure, et donc il va vraiment couper que ce qu'il y a à la jonction de chacune de ces parties. Le rendu sonore est très différent. Si je vous fais écouter, donc là il laisse passer que les basses. Si je règle comme ça et que je monte, si j'utilise ça, et enfin, donc ces différents filtres ici, on les appelle les low pass, donc qui laissent passer les fréquences basses, high pass, qui laissent passer les fréquences aiguës, band pass, c'est-à-dire qu'ils laissent passer que les bandes de fréquences autour de la fréquence de coupure, et le notch qui lui est inversé, c'est-à-dire que lui il va couper les fréquences qui sont autour de la fréquence de coupure. Donc moi je vais rester sur le premier réglage, sur celui-ci. Et je vais activer un paramètre qu'on appelle le LFO. Le LFO va me permettre de faire un balayage justement de cette fréquence de coupure. Alors on ne va pas voir le bouton ici bouger. Par contre, on va entendre qu'en effet, vu qu'ici, en fait, si je le laisse statique, lui, il ne laisse passer que les fréquences basses. Par contre, si je commence à activer le LFO, alors je vais monter un petit peu la fréquence de coupure. Donc on entend qu'il y a des moments où en fait les notes elles sont très basses, des moments par contre où il y a plus d'aigus, mais en même temps c'est pas statique. C'est ça un LFO. Un LFO, ça veut dire Low Frequency Oscillator. C'est vrai que quand on commence c'est un petit peu abstrait. En gros ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en fait c'est comme si c'était une automation, c'est-à-dire un mouvement. C'est un petit peu comme si je prenais le bouton de fréquence de coupure ici et que je le bougeais à la main. Sauf qu'en fait, le LFO me permet, en le calibrant, de recréer ce mouvement. Et par contre, lui, il va le faire de façon cyclique, parce que c'est une oscillation. Je vous conseille, vous pourrez trouver des tutos à ce sujet. C'est un truc un petit peu... c'est vrai que c'est un peu abstrait quand on commence, mais en tout cas, ne serait-ce qu'en essayant, vous pourrez avoir des rendus intéressants. Par contre, faites attention, quand vous montez le LFO, mettez bien une valeur un peu qui n'est pas au max, parce qu'en fait si la fréquence de coupure elle est au max, et en fait le LFO il peut pas avoir ce mode de balayage, donc il vaut mieux baisser un peu et en fait on entendra l'effet se produire. Et alors j'ai deux boutons pour le LFO qui sont importants. Il y a le amount, c'est-à-dire la quantité de LFO que je veux. Donc là, j'ai mis une valeur quand même assez élevée pour qu'on ait vraiment ce balayage. Et le rate, ça va être la rapidité à laquelle justement ce balayage va se produire. On a deux réglages, soit en Hertz, donc on est vraiment sur des valeurs toutes petites, puisque 2,15 Hertz, on est incapable de l'entendre. Mais on a également
des valeurs en fait, qui sont en fait des sous-divisions du temps. Donc si par exemple je me mets sur 1,4, ça veut dire qu'il va sur tous les temps en fait, d'une mesure, et ben, il y aura le phénomène de balayage. Et je peux le ralentir encore. Je vais plutôt rester en Hertz, moi, pour le coup. Allez, on va rester là-dessus. Deuxième effet que je pourrais mettre pour rajouter un petit peu de vie à ce synthé, ce serait un délai. Donc dans Live, il y en a plein des délais. Il y a des délais vraiment très très cool, genre Echo, que je pourrais montrer. Mais en fait, là, vu le principe, j'avais plutôt envie de partir du délai classique, mais qui fait hyper bien le job. Je vais le mettre sur ping-pong et on va voir un petit peu ce qui se passe. On pourrait le régler comme ça, par exemple. Donc, je l'ai réglé en ping-pong, c'est-à-dire que j'ai un jeu de stéréo. Ensuite, je ne me suis pas trop intéressée, en fait, j'ai pris vraiment le truc de base. Les seules choses, par contre, que j'ai gérées, c'est le feedback. Donc, en fait, le feedback, ça va être le nombre de répétitions que vous aurez sur votre délai. Moi, j'aimerais quand même garder une pêche. C'est-à-dire que, en fait, si je monte le feedback trop longtemps, on aura plutôt l'impression, il y aura tellement de répétitions, en fait, que du coup, ça fera des... Enfin, le résultat sera très différent. Moi, je voulais vraiment qu'en fait, on distingue plus la pêche et quelques répétitions, mais que ça ne continue pas de façon perpétuelle, qu'il y ait quand même des espaces entre chacune des notes. J'ai également baissé le dry wet, qui me permet en fait de pouvoir doser la quantité d'effets que je veux sur mon son. C'est un paramètre qu'on trouve dans tous les effets de live, sauf l'autofilter. Mais c'est un peu normal, puisque l'autofilter, en fait, l'idée, c'est de pouvoir enlever une partie des fréquences. Là, le dry wet, en fait, vous le trouverez sur les distos, sur les reverbs et tout ça. Si vous avez ici le bouton qui est totalement tourné à 0%, ça veut dire qu'en fait, vous n'entendrez que le signal sec sans effet. Si j'écoute, voilà, il n'y a pas d'effet. Si je monte par contre à 100%, là, ce qu'on entend, c'est vraiment le son qui va être totalement noyé dans l'effet. Ce qui veut dire, en l'occurrence, dans ce cas de figure, je n'aurai pas la pêche initiale, je n'entends que les répétitions qui sont générées par le délai. Moi, j'avais plutôt envie de faire quelque chose d'un peu subtil, donc de rester plutôt sur des valeurs pas trop élevées. Et enfin, j'avais envie, il y a quelque chose que j'adore en fait dans Delay, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir filtrer les répétitions. C'est-à-dire que je peux lui dire qu'il répète le son, mais qu'en fait, il va appliquer justement un filtre sur chacune des répétitions. Donc en fait, ça va me faire quelque chose de très différent de si tout le signal passait. Allez, je vais le laisser comme ça. Hop. Enfin, dernier effet que j'avais envie de mettre sur ce synthé, c'est une reverb de live. Donc pareil, il y en a quelques-unes. Historiquement, en fait, on a une reverb qui s'appelle, de façon très originale, reverb. Mais depuis Live 11, il y a une nouvelle reverb qui est vraiment cool, qui s'appelle l'hybride reverb, qui est en fait une double reverb. Je vais charger un preset, je vais aller dans All et prendre le Delayed Blurry All. On va essayer celui-ci. Et je le mets à la toute fin. Donc je ne sais pas si vous êtes familier aux effets, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, j'ai mon instrument. Et donc, j'ai la sortie de cet instrument qui va rentrer dans l'autofilter. À la sortie de cet autofilter, ça va rentrer dans le délai. Donc c'est vraiment le signal filtré qui est répété par le délai. Et enfin, à la sortie du délai,
je passe le tout dans une reverb et ça va encore me modifier le résultat. Donc en fait, quand on glisse comme ça des effets sur cette piste, on dit qu'on met des effets en insert. Et l'ordre compte beaucoup. C'est-à-dire que là, j'ai la reverb en fin de chaîne. Ça veut dire que c'est tout ce que j'ai auparavant qui va être traité par la reverb. Alors que si j'avais mis la reverb avant le délai, eh bien en fait, ça aurait été le délai qui aurait traité toute la chaîne. Donc, mon son filtré avec la reverb. Bref, je vous conseille d'essayer parce que parfois on a pareil de bonnes découvertes et dans live c'est très facile. Je peux prendre l'entête de l'effet et le glisser. Vous voyez là il y a une barre qui apparaît quand je le glisse. Hop, je le lâche et donc il m'a changé l'ordre des effets. Je le reprends, je le glisse à la fin et on va écouter ce qui se passe. Donc là, on a beaucoup de reverb. Moi, je n'avais pas forcément envie d'en avoir autant. Je vais donc baisser le dry wet. Et l'hybride reverb, en fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a en fait 2 reverbs. En l'occurrence, là, elles sont en série. J'ai une reverb à convolution. Donc, en fait, les reverbs à convolution, sans rentrer dans des considérations trop techniques, ce sont en fait des enregistrements audio qui sont par lesquels passent justement les sons soit d'instruments qu'on met dans live, soit des samples. Et du coup, on trouve, par exemple, si on va dans le premier menu déroulant, un dossier qui s'appelle Real Places, donc des endroits réels. Et on trouve toute une série, justement, de lieux, en fait, dans lesquels ont eu lieu les enregistrements de ces reverbs. Ce qui du coup, en fait, c'est intéressant les reverbs à convolution parce qu'on a souvent des rendus assez réalistes, plus réalistes, on va dire, que les reverbs qui sont faits par algorithme. Donc, c'est intéressant. Après, il faut garder en tête que c'est toujours un petit peu plus gourmand, mais cette nouvelle reverb, la l'hybride reverb, elle est quand même vraiment, elle a des résultats vraiment très bons, sans être non plus hyper gourmand en CPU. Et enfin, en plus de cette reverb à convolution, on a justement une autre reverb, en l'occurrence le Dark Hall qui est ici, mais il y en a plusieurs, qui du coup aurait un rendu très différent. Et ici, le cheminement du signal, donc en fait en série, ça veut dire qu'il y a une reverb qui rentre dans l'autre et il y a également le signal sec qui arrive à la fin, ce qui me permet du coup de quand même garder la main ici au niveau du signal sec et humide, ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Et la possibilité ici avec le bouton Blend de pouvoir gérer la quantité, on va dire, de tel ou tel reverb à l'intérieur de ma chaîne. Donc si j'écoute. Bon là, on a déjà un rendu quand même beaucoup plus musical que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Si j'écoute avec les autres instruments, je vais les faire apparaître les uns après les autres. Mon kick, par exemple. Oups, j'ai mis sur solo. Je vais peut-être, là, avec le délai, le résultat, avec le reste des instruments, ça fait encore beaucoup de choses qui se décalent. Je vais essayer de replacer un petit peu cette dernière pêche de synthé. On va voir ce que ça donne. C'est beaucoup mieux. Ok, eh bien, je pense que déjà, là, on pourrait peut-être passer en arrangement. Alors bon, on est d'accord que là, on est en format démo, donc je fais quelque chose de court et de simple. C'est vrai que moi, si je devais continuer plus loin le morceau, je rajouterais peut-être une piste avec des petits morceaux de voix, des choses comme ça. Mais bon, là, en tout cas, j'ai suffisamment d'éléments pour vous faire comprendre en fait ce que c'est que la force de cette fenêtre session, puisque là, on a créé du contenu, mais c'est vrai que pour l'instant, qu'est-ce qu'on en fait? Et on va pouvoir, en déclenchant justement ces différents clips, commencer à réfléchir à l'arrangement, donc à la structure du morceau que je vais pouvoir enregistrer dans cette autre fenêtre, ici, qu'on appelle la fenêtre d'arrangement. Alors, déjà, je vais faire juste un petit peu de rangement, juste pour bien
pouvoir identifier justement les différentes sections. Voilà, je vais faire comme ça. Donc là, je vais laisser ça et je vais appuyer sur les boutons stop. Donc, vu qu'on parle de la fenêtre session, jusqu'à maintenant, on est parti, on a chargé en fait des synthés sur les pistes. On a créé des clips sur les slots. Donc les slots, ce sont les cases vides. Et il faut comprendre que ici, vous avez différents symboles qui en fait vous renseignent justement sur ce que c'est que cette fenêtre session. Quand il y a un clip chargé ou créé, on a une case de couleur, bien sûr, mais également un petit triangle. Et ici, en fait, c'est le symbole du play qu'on trouve, qu'on trouve sur les lecteurs CD, sur les VHS à l'époque, les cassettes et tout ça. Mais bon, en gros, c'est la symbolique de déclenchement, vraiment de lecture de la boucle. Et il y a un phénomène qui se produit, c'est qu'en fait, quand j'ai un clip qui a le triangle vert, dès que j'appuie sur la barre d'espace sur mon ordinateur, ce sont ces clips-là avec le play en vert qui vont être automatiquement activés. Quand je veux les arrêter, j'ai deux options. Soit il me reste encore des slots vides et ici j'ai des carrés. Et si on reste sur cette même symbolique, en fait le carré c'est le stop. Donc si j'appuie sur le carré ici présent, ça me désactive. Donc ça veut dire que si j'appuie sur la barre d'espace, il ne m'a pas enclenché le clip de cette piste de batterie. Et si je le réenclenche, et si par hasard vous avez enregistré beaucoup de clips et que vous n'avez plus de bouton stop de visible, vous avez un bouton stop aussi en bas justement de l'affichage des slots qui a exactement la même fonction. Donc je peux cliquer dessus et ça le désactive. Autre phénomène qui se produit, quand je joue un clip, alors je vais désactiver du coup les deux autres, je vais réactiver mon kick. La logique qu'il faut garder en tête aussi, c'est que quand on a du contenu qui est chargé sur cette piste, en fait, c'est un petit peu comme si on donnait des ordres de jeu à un instrumentiste. Ici, j'ai mon batteur et en gros, je lui dirais, sur tant de mesures, tu vas jouer que le kick parce que ça correspondra par exemple à l'intro de mon morceau. Et puis, à un moment, je lui dirais, on va passer à la partie qui suit. Donc, en fait, je veux que tu continues à jouer ce kick, mais je veux qu'en plus, tu rajoutes un autre instrument. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai enregistré dans le deuxième clip avec mon kick et cette caisse claire. Et enfin, un troisième ordre de jeu. Vous êtes un peu le chef d'orchestre, on va dire. Troisième ordre de jeu, ce sera continuer à jouer le kick, continuer à jouer cette caisse claire. Et en plus de ça, joue-moi l'espèce de charlet ouvert qu'on va écouter maintenant. Donc, ça explique pourquoi chacune des prises ne peuvent pas jouer en même temps. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer deux clips qui se superposent l'un au-dessus de l'autre. C'est toujours un qui va remplacer un autre. Parce que je ne peux pas... disons que voilà, la logique, c'est que j'ai une piste qui représente un instrument. Là, j'ai certes un drum rack, donc un multi-instrument, puisque je vais avoir à la fois une grosse caisse, des charlets et ainsi de suite. Mais ce sera toujours le même musicien, en gros, qui jouerait cette partition, enfin ces différentes partitions. Et c'est moi, en gros, qui enclencherai chacune des sections, un petit peu comme si j'étais... je lui donnais les ordres de la partition à jouer. Et cette logique-là est la même aussi sur les pistes qu'il y a à côté. Donc, le truc qui est intéressant, c'est que ces différents déclenchements... C'est moi qui décide, c'est moi qui enclenche les plays pour enclencher l'instrument que je veux au moment où je veux. Un truc vraiment cool, c'est qu'en fait, vu que Live est pensé quand même pour des boucles, j'ai ici un réglage avec un menu, one bar, c'est le réglage par défaut, qui en fait détermine la façon dont il va déclencher le clip sur lequel que je vais activer. C'est-à-dire que là, si je joue mon kick, et que je clique sur un autre clip, et bien en fait,
il va activer ce second clip au démarrage du premier temps de la mesure qui suit, ce qui me permet d'avoir toujours des boucles qui sont synchronisées les unes avec les autres. C'est bien sûr quelque chose qu'on peut changer si on veut, puisque en fait, quand on regarde là-haut, on peut lui demander même qu'il active le clip au bout de la deuxième mesure, le démarrage de la deuxième mesure qui suit, ou à des divisions beaucoup plus fines. On peut même lui dire qu'il ne sélectionne, enfin qu'il l'active automatiquement quand je clique dessus. Moi, je vais rester sur One Bar et je vous conseille de déjà vous faire la main dessus. On a tendance à penser qu'avec None, ce sera plus facile, mais en fait, dès qu'on arrive sur des BPM élevés, ça devient ingérable. Donc One Bar, c'est déjà quelque chose de... On peut faire des choses déjà bien avec ça. Et quand vous avez un contrôleur du type push ou launchpad, le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, sur le push, j'ai en fait un affichage qui correspond en fait aux couleurs que j'ai sur ma fenêtre. J'ai le nom de mes différentes pistes et les couleurs des différents clips que j'ai dessus. Ce qui va me permettre de pouvoir les enclencher directement à partir des pads. Là, j'ai pas beaucoup de pistes, j'aurais pu le faire avec ma souris, mais c'est quand même beaucoup plus fun de le faire à partir d'un contrôleur. Donc je vais déjà appuyer sur Stop et je sais un petit peu où je vais, donc je vais enregistrer direct un arrangement. Mais en tout cas, voilà, gardez à l'esprit qu'avec un contrôleur comme ça, en fait, c'est vous qui enclenchez. Si j'appuie par exemple sur ce pad, voilà, là vous déclenchez des sections et en fait vous êtes déjà en train de construire votre morceau. Et maintenant, l'idée c'est d'enregistrer ces déclenchements, des déclenchements de clips, mais aussi des déclenchements de stop, puisque ici, je vous rappelle, il y a des petits stops en dessous des slots, à l'intérieur des slots vierges. Mais si j'appuie sur un des pads sur lesquels il n'y a rien, en fait, ça m'active un stop. Donc je peux aussi arrêter des sections justement pour pouvoir faire des breaks. Allez, on va faire le grand saut. Donc pour enregistrer en arrangement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer... On va appuyer là-haut. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais en fait, si je regarde de l'autre côté, ici, j'ai ma barre de défilement qui est en train de se promener sur la fenêtre d'arrangement. Et dès que je vais activer un clip, et ben en fait, il va me l'enregistrer ici.
Et voilà, j'ai enregistré mon morceau. Donc je me retrouve avec, l'air de rien, 3 minutes de musique. Et donc pour activer cette fenêtre d'arrangement, il faut que j'appuie sur le petit bouton orange qui est ici et qui va disparaître d'ailleurs automatiquement dès que je vais cliquer dessus. Ce bouton permet en fait de faire comprendre à Live que maintenant le contenu que je lis, c'est le contenu de la fenêtre d'arrangement. On appelle ça retour à l'arrangement. Donc je l'active et voilà. Donc si je sélectionne le clip, en fait, le premier clip de mon morceau, ça va me sélectionner, en fait, me placer automatiquement la barre de lecture au début de ce clip. Donc si je le sélectionne, j'appuie sur la barre d'espace. Donc là, en fait, si on regarde un petit peu comment cette fenêtre s'affiche, je retrouve sur la partie droite mes différentes pistes. Donc ma piste Driller Kit, si je regarde dans l'autre fenêtre, c'est bien celle-ci. Ensuite, on avait donc la piste Percussion qui apparaît à côté. C'est les mêmes couleurs. Et en fait, la partie qu'on a là correspond exactement aux informations qu'on trouve au niveau de la table de mixage sur cette partie-là de la fenêtre Session. C'est-à-dire que si je baisse le volume ici, eh bien, automatiquement, en fait, j'étais à -10, et bien là, il me l'a mis à -24,3. Donc l'un et l'autre, en fait, sont liés. C'est pour ça que ce principe de l'instrumentiste, c'est un petit peu comme si j'avais un batteur qui rentrait à l'intérieur de la table de mixage de Live. D'un côté, je règle son volume, et de l'autre côté, en fait, j'ai le contenu de sa prise en fonction du déroulement du morceau. L'autre chose qui est très facile à comprendre, c'est qu'en fait, tout à l'heure, avant d'enregistrer, j'avais changé le code couleur de certains des clips. Et en fait, le fait de les déclencher, eh bien, il m'a enregistré les clips en préservant les couleurs. Donc en fait, je peux bien distinguer les différentes sections. Et je peux même, en dépliant les pistes, avec ce petit triangle ici, afficher le contenu des notes MIDI ou de la forme d'onde. Ensuite, je retrouve aussi un élément qui est vraiment important de comprendre. Ce sont ces petites encoches qu'on a là-haut sur l'entête. En fait, ça me fait comprendre que cette partie ici est en fait une boucle qui va aller de là à là. Vous voyez, qui est délimitée par les petits carrés, enfin des petites encoches, qu'il y a au-dessus, et qui sera répétée un certain nombre de fois. En l'occurrence, ça fera 1, 2, 3, 4, 5 fois avant qu'il n'y ait plus rien. Cette fenêtre-là, vous pouvez l'éditer. Donc, si par exemple, je voulais alors, truc de base, si je veux mettre mon morceau au début, puisque du coup, j'ai enregistré plus tard, une fois que ma tête de lecture avait été enregistrée, je peux tout à fait cliquer sur la partie grise de ma fenêtre d'arrangement, cliquer, glisser, et là, ça me permet d'utiliser en fait un outil qu'on appelle l'outil sélecteur, qui va en fait me mettre en bleu justement toute la sélection qui est délimitée en fait qui a été délimitée par le glissement de ma souris. Et donc ça me permet de pouvoir déplacer en groupe, on va dire, l'ensemble de la sélection. Il y a une autre méthode que je trouve pas mal, qui est en fait si vous zoomez, vous pouvez placer cette barre ici qui est délimitée par des triangles, qu'on appelle des locators. Vous pouvez les placer en fait sur la zone qui ne vous intéresse pas, parce qu'en fait, si je fais un clic droit sur cette barre, je peux faire supprimer zone temporelle. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rapatrier tout ce qu'il y a à droite au tout début du placement en fait de mon locator gauche. Donc supprimer zone temporelle, nickel. Donc là, je n'ai plus de blanc au début de mon morceau. Ensuite, quand je suis ici et que je double-clique à l'intérieur des clips, la partie qui est en dessous me permet quand même de pouvoir éditer. C'est-à-dire que mon clip, là, qui est un petit peu à côté au niveau de la caisse claire, même si carrément à côté, si au bout d'un moment, je me rends compte que je ne suis pas très contente de ce que j'ai fait, je peux tout à fait venir la retoucher et
chacune de ces modifs sera répétée du coup dans les différentes, ces répétitions, parce qu'en fait celles-ci sont collées les unes aux autres. Donc si par exemple je me rends compte que c'est pas cette caisse claire que je veux, mais le rimshot par exemple, en cliquant sur la touche de clavier en face, ça me sélectionne en fait toutes les notes que j'ai toutes les notes MIDI que j'ai sur cet instrument-là. Et avec les flèches de mon clavier, je peux descendre pour les placer sur le rimshot. Et en fait, si je refais l'opération, vous pouvez voir ici dans la partie supérieure qu'en fait, ça les déplace et je le vois directement. Bon, je vais le laisser tel quel. Si jamais vous voulez donc faire une édition spécifique, vous allez, par exemple, imaginons que ici, je veuille, sur ces 2 répétitions, eh bien, en fait, rajouter un instrument supplémentaire. Pour faire en sorte que cette modification ne prenne effet que sur ces 2 répétitions-là, je vous rappelle qu'en fait, ces 2 parties-là sont en fait des copies du premier, puisqu'on est en mode loop. Pour pouvoir le modifier vraiment, lui, à part, il faut que je le scinde, c'est comme ça qu'on dit, et c'est un raccourci clavier qui s'appelle commande E, et qui me permet, vous voyez, si je bouge ma souris, d'afficher une ligne noire franche. Donc là, en fait, il me l'a vraiment séparé de ce qu'il y a avant. Et je pourrais tout à fait, je sais pas, par exemple, rajouter un ride au tout début au début de chacun de mes clips. Voilà, donc là on voit bien que j'ai des notes supplémentaires à l'intérieur de ce clip qui ne sont pas valables ici. Si vous avez besoin de mieux vous repérer, vous pouvez également changer le code couleur par ici. Donc il faut bien penser que si vous voulez faire une modif vraiment spécifique à un moment, il faut penser à désolidariser, on pourrait dire, cette partie-là avec la boucle dont il est issu. Si vous avez besoin de faire des éditions plus fines, c'est-à-dire que là, en fait, si je regarde, par exemple, ma basse, elle se développe donc sur 4 mesures. Et si je voulais, par exemple, n'effacer que cette partie-là, pour qu'il y ait un blanc, eh bien, vous avez plusieurs façons d'afficher cette grille qu'on voit en fond. Et celle que j'affectionne particulièrement, c'est ce qu'on appelle la grille adaptive. C'est-à-dire qu'en fait, quand je règle sur étroit, au plus je vais zoomer, donc pour zoomer, je peux utiliser la souris ici, la placer sur la partie grise, cliquer et glisser vers le bas. Et au plus je vais glisser, au plus ça va me faire apparaître des sous-divisions de la grille et donc me permettre de pouvoir éditer plus finement les clips. Et donc là, si je voulais effacer cette note, je la sélectionne avec l'outil sélecteur et je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche effacer de Hardy. Hop. Voilà, et bien maintenant, imaginons que le morceau... Ah oui, si, il y avait juste un truc que je voulais changer, parce qu'en fait, je trouve que la mélodie, elle arrive après le break. Celle-ci, en fait, je voudrais qu'on ne l'entende plus. Mais imaginons par exemple que je ne suis pas sûre de mon coup, je ne veux pas forcément l'effacer, je veux juste ne pas l'entendre. Il y a la possibilité en fait de désactiver les clips, ça c'est assez cool. Donc si j'appuie en fait sur la touche 0 ou en fonction de la configuration de votre clavier, moi je suis obligée de faire Shift 0. Donc là en fait mon clip est toujours visible mais grisé avec justement le mot clip désactivé. Ce qui fait qu'en fait quand ma barre de lecture va passer par-dessus, on ne l'entendra pas. Voilà. Et bien maintenant que j'ai avancé sur mon morceau, je veux l'envoyer à mes potes. La méthode est toute simple. Celle que je vous recommande en fait, c'est de cliquer en fait sur une partie grise justement de la fenêtre d'arrangement. Vous cliquez, vous glissez. Et là pour le coup, l'idée c'est pas forcément de sélectionner l'ensemble des pistes, mais de sélectionner en fait une zone de temps. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en fait quand on utilise des instruments comme ici,
avec des reverbs ou des délais, on peut sélectionner du coup plus de mesures, ce qui va me permettre de pouvoir conserver en fait les trends de mes reverbs et de mes délais. Donc là, j'ai sélectionné bien large. Je vérifie, je n'ai rien en solo, tout est activé. Et là, je vais dans exporter audio et vidéo. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Il va me demander quel contenu en fait j'ai envie de convertir. Je vais rester sur master, puisqu'en fait, moi, ce que je veux qu'il m'exporte, c'est mon morceau à la sortie master de live. Vous voyez que là, il y a le début de la conversion, longueur de la conversion. En fait, début de la conversion, ça me fait bien comprendre qu'il m'a fait ça sur le premier temps de la fenêtre d'arrangement. Et la longueur de conversion, c'est toute la zone que j'ai sélectionnée en bleu. Ensuite, je ne vais pas tout vous expliquer parce que ce n'est pas forcément très sexy. Mais je vais sélectionner en fait le format. Donc je vais rester en wave. Et puis la résolution en bit, à vous de voir. Ça dépend. Là, on pourrait faire une vidéo rien que là-dessus, mais en gros, ça dépend de la résolution en bit que vous aurez sélectionnée dans les préférences. En l'occurrence, je vais rester sur 32, puisque c'est le réglage que j'ai par défaut dans mon projet. Et vous pouvez, parallèlement à l'export en wave, exporter en MP3. Donc c'est ce que je vais faire. Exporter. Je vais cliquer sur mon bureau, initiation live qui est là, et l'appeler Dubism par exemple, enregistrer. Et donc là, il est en train de me faire la conversion audio en wave, et après, il va me faire le MP3. Au plus votre morceau sera long, au plus l'export prendra un petit moment. En fait, vous avez vu en quelques clips, on peut déjà quand même poser vraiment les bases d'un morceau et assez rapidement. Le mode capture est vraiment d'une efficacité redoutable aussi pour pouvoir enregistrer des choses de façon plus musicale qu'en passant avec un mode d'enregistrement classique. Bref, j'espère que ça vous aura inspiré et merci beaucoup au Cabaret Aléatoire et à Ableton pour l'invitation. J'espère qu'on se verra bientôt dans les salles et dans d'autres workshops en public. Pour info, moi je suis basée à Lyon et j'en organise quand même souvent dans des salles. Donc bref, essayons de rester connectés et de se voir dans la vie vraie bientôt. Eh bien, à bientôt. Ciao.